Nous passons maintenant au Togo, la coalition des 14 face aux élections locales. Quelle conduite à tenir? C'est la question qu'on se pose. On sait que le Togo attend les élections locales très prochainement. Selon certaines indiscrétions, elles pourraient avoir lieu entre mars et avril prochain. Et tous les regards seront portés vers la coalition des 14 qui a choisi plutôt de boycotter les élections législatives du 20 décembre. Va-t-elle rester dans la même posture au sein même de la coalition? Des voix se sont déjà levées et pas des moindres pour demander à ce que cette coalition soit présente lors des scrutins locaux à venir. Jean-Paul Lagbo a relaté. Est-ce qu'au niveau de la coalition, si vous essayez de faire un peu de devinette, on doit être en train de discuter de ce sujet-là, de voir si on y va ou on n'y va pas? Difficile de lire la stratégie ou le positionnement de la coalition. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après avoir annoncé qu'elle empêcherait plutôt les élections législatives, aujourd'hui, elle se retrouve dans une situation difficile et compliqué en termes d'image, en termes de confiance que peuvent encore avoir leurs militants dans leurs paroles, etc. Et aussi par le fait qu'ils ont disparu de la scène, pas de la scène politique, mais en tout cas de l'espace public que leur offrait par exemple le Parlement. Est-ce qu'ils vont continuer dans cette dynamique en ne saisissant pas l'occasion des élections locales pour siéger justement dans les exécutifs locaux, etc. Je ne suis pas sûr, au vu de ce qui s'est passé le 20 décembre, que cette option soit une option que partagerait l'ensemble des partis. Peut-être qu'il y en a qui vont estimer que ce n'est pas la peine. En même temps, je pense que certains vont vouloir y aller parce que, n'oubliez pas, ça fait déjà depuis 87 qu'il n'y a plus d'élections locales. Aujourd'hui, pour la première fois, il est annoncé des élections locales pluralistes. Pour moi, comme je l'avais dit pour les législatives, ce serait une erreur de ne pas y participer parce que le pouvoir aussi peut se prendre à la base. On peut prendre le pouvoir par là, en apprenant à diriger les exécutifs locaux, tout ça. Donc, ils ont une opportunité de se rattraper et d'être au plus près des populations. Et ce sera une grave erreur de ne pas saisir cette opportunité. Maintenant, effectivement, on va se poser la question politique de cohérence. Est-ce qu'après avoir boycotté les législatives, entre les législatives et les locales, qu'est-ce qui aurait changé politiquement pour qu'aujourd'hui, ils puissent participer à des élections alors qu'ils n'avaient pas participé à celles de 2020. Si, d'aventure, par exemple, on ouvrait que quelques jours pour la révision du fichier et que c'est le même fichier qu'aux législatives, comment ils vont expliquer à leurs militants qu'ils les aient appelés à ne pas participer à ces élections, qu'ils les aient même appelés à ne pas aller se faire recenser, que maintenant, il faille y aller. Donc, c'est des questions, mais on est en politique, les revirements, les choses comme ça peuvent se faire et sont vite pardonnés par les militants. Donc, pour conclure, je dirais que ce serait une grave erreur pour l'opposition de ne pas participer aux premières élections locales pluralistes que notre pays va organiser. Francisco, est-ce que la participation, comme l'a dit Jean-Paul Glacé, 14 au local, est-ce que ça aura un sens s'il n'y a pas de révision du fichier? Bon, tout d'abord, le boycott des élections législatives. Moi, personnellement, quand j'essaie de faire mes petits sondages, je ne vois pas que les populations étaient aussi déçues. Je ne pense pas. Au contraire, ce sont les partis qui ont eu à participer à ces élections qui se sont rendus compte que la véritable force, c'est-à-dire que faiblesse, entre guillemets, du principal parti par rapport à la mobilisation des électeurs et même la manière dont les élections se sont déroulées. Il n'y avait pas un engouement autour de la chose et aussi les résultats tels que ça a été donné dans certaines circonscriptions électorales. Les gens même se sont sentis touchés dans leur amour propre pour tout ce qu'ils ont bataillé, ont fait sur le terrain.
pour leur candidat et qu'ici, on a pu, je ne sais pas si c'est la kleptomanie, si on a pu encore enlever leur siège pour donner ailleurs. Donc, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de frustration encore au sein du RPT UNIR. Il n'y a plus le RPT. Il y a le RPT UNIR. On ne va pas faire ce débat là. Aujourd'hui, c'est UNIR. Bon, prenez comme vous voulez. Bien, bref, maintenant, quant aux élections législatives, je crois que pour toute élection, il faut d'abord passer à la révision des listes électorales. Parce que entre le 20 décembre passé et avril-mars, je ne sais pas, est-ce que là où nous sommes aujourd'hui, le corps électoral doit être appelé quel temps avant et autres? Je ne pense pas que pour mars, ça peut encore tenir, parce qu'il faut les préparatifs. Actuellement, est-ce qu'on connaît les circonscriptions électorales, les découpages? Est-ce qu'on les connaît, la population? Ça a été fait. On a 116 communes. 116 communes urbaines. Bon. Donc, il va falloir, avec tous ces découpages, et mettre également le poids de la population dans chaque circonscription. C'est un travail lourd qu'il faut faire. Et donc, il va falloir également refaire la révision du fichier électoral. Et là, je pense que les partis politiques de l'opposition et la société civile doivent pouvoir donner le mot d'ordre nécessaire pour que les populations se mobilisent. Parce qu'à partir de c'est la dernière. C'est la même CENI quand même. Oui, c'est la dernière élection qui va aboutir aux élections présidentielles de 2020. Je pense que même pour ceux qui veulent être candidats, et en 2020, ils doivent également, à partir de cet instant, se juger et ils ont conformé leur dossier. Parce que là, quand c'est là-bas, les choses vont se jouer en 2020, quand les gens vont déposer les dossiers, la Cour constitutionnelle va aller trouver des naissances pour l'attribuer aux gens. Donc, il faut déjà conformer les dossiers maintenant et qu'en 2020, lorsqu'on lancera les présidentielles, ceux qui vont déposer. Mais sans surtout, c'est vrai que de tout temps, par exemple, Jean-Pierre Fabre a toujours dit qu'il serait un bien meilleur président que Faure Gnassingbé. Mais on aimerait le tester au niveau local, voir s'il va être un bon maire aussi. Vous savez, si nous prenons les exemples en Europe, il y a beaucoup qui commencent par les mairies. Ils deviennent députés avant de devenir président de la République, ministre et président de la République. Mais au Togo, la seule différence, c'est que les gens veulent se parachuter ou bien se faire parachuter président de la République. Or, au niveau des élections locales, c'est l'apprentissage de comment gouverner. Puisque au niveau de ces élections locales, vous aurez à gérer une mairie où le conseil municipal va jouer sur les besoins, tout ça. Les listes électorales se feront désormais à partir de ces mairies et vous verrez, vous avez à juger les priorités pour la population. Ce qui veut dire qu'en grandissant et en étant maire, on peut beaucoup apprendre. On peut beaucoup apprendre. Et surtout que le conseil municipal, c'est ce conseil-là qui doit décider de ce que le maire doit appliquer. Et dans certaines zones, ils sont 10, 15, 20, jusqu'à 26. Bon, nous devons avoir l'esprit aussi que nos hommes politiques, surtout en Afrique, ne se soucient pas nécessairement de poste de maire. Aux dernières élections municipales en France, nous avons beaucoup de Noirs, même en Angleterre. Nous avons beaucoup de Noirs parce qu'ils sont élus compte tenu de leurs convictions politiques et de leur comportement dans le milieu. Et pour les locales, c'est les hommes qu'on vote et non le parti. C'est ça, c'est la seule différence. Si la C14 veut participer à cette élection, moi, je pense que ce serait une bonne chose pour elle, en ce sens qu'il y aura nécessairement une révision de la liste parce que en décembre 2018 et janvier 2019, il y a des gens qui ont 18 ans. Donc, des gens qui sont décédés, il faut corriger la liste et faire inscrire des votants. Ce qui veut dire que cette révision des listes électorales
va permettre aux candidats, ou bien aux candidats et aux militants de la C14 qui n'étaient pas inscrits lors des élections législatives du 20 décembre de se faire inscrire. Ce sera une bonne chose. Et moi, je souhaiterais qu'ils participent à cette élection. Alors, Jean-Paul, j'ai posé subrepticement la question de la CENI à Francisco, qu'il a aussi évité. Non, je n'ai pas évité. Je reviendrai sur D'accord. C'est pour savoir si, est-ce que le même débat ne va pas revenir si les locales étaient lancées, CENI 8-8, CENI ceci et cela? Non. Je parlais tout à l'heure de cohérence, puisqu'on a annoncé pour le fichier et tout ça. Enfin, pas grand-chose ne va évoluer par rapport aux législatives de 2018, à part les nouveaux inscrits qui seront sur la liste. Mais à part ça, le fichier, fondamentalement, on ne va pas faire un nouveau recensement. Donc, la liste va être apurée de ceux qui sont décédés et tout ça. Et puis, on va ajouter ceux qui ont 18 ans et ceux qui vont s'inscrire, etc. Mais à part ça, pas grand-chose ne va changer. Et puis, à la CENI, puisqu'ils ont refusé d'y siéger, mais ils ne seront plus, puisque... on l'avait relevé plusieurs fois ici, c'est que c'est l'Assemblée qui désigne les membres de la CENI. Donc, majorité parlementaire, opposition parlementaire, plus société civile, représentants et de représentants de l'administration. Aujourd'hui, aucun membre de la C14 n'est à l'Assemblée. Donc, les représentants de l'opposition parlementaire, au titre de l'opposition parlementaire de la CENI, ils n'en auront pas. À la limite, si l'opposition parlementaire aujourd'hui à l'UFC souhaitait leur faire plaisir et les désigner peut-être deux dans la C14, peut-être, mais cela relève de l'UFC, du net, etc. Et je ne suis pas convaincu qu'ils leur feront ce plaisir puisqu'ils ont demandé qu'on les chasse. Donc, mais on verra, on est en politique. Ce qui est sûr, sauf extraordinaire, la C14 n'aura pas de représentants à la CENI. Mais dans les extra parlementaires, peut-être? Dans les extra parlementaires, mais à condition... Même ils ont instauré le cooptage. Oui, à condition que l'opposition parlementaire aujourd'hui le veuille bien. Parce qu'il n'y a pas que... Il y a des partis extra-parlementaires qui ne sont pas membres de la C14. Donc, on peut aussi aller les chercher. Donc, voilà, notamment le PDR, etc. Donc, voilà la situation. Ce qu'il faut ajouter, c'est que même pour la présidentielle de 2020, la C14 n'aura pas de représentants à la CENI. Donc voilà la situation, voilà les conséquences du boycott des législatives. On se retrouve dans une situation où ils avaient 8 représentants, ils ont refusé d'y aller, et maintenant ils vont y aller avec 0 représentant. Francis, non, mais est-ce qu'ils avaient refusé d'y aller Ils n'avaient pas refusé. Non, ils n'avaient pas refusé. Ah bon, ils sont allés. Non, ils sont allés. Non, ils ne sont pas allés. Ils ont demandé le départ de l'UFC. L'UFC est parti, mais ils ne sont pas allés. Monsieur Fioclo, on les a empêchés d'aller. Oh avec quoi? On a mis un char là-bas? Excusez-moi, quand vous avez pris tout le temps qu'on avait laissé avant que l'Assemblée nationale, par exemple, n'élise ses membres pour aller prêter serment devant la Cour constitutionnelle, alors que le délai du 20 décembre, tout était déjà bouclé. Or, eux, ce qu'ils demandaient, au fait, c'était que en intégrant la CENI, il faut que les CENI soient recomposées, ce qui est très normal. Bon, si on trouve que... non, demandez plus que ça. Qu'on refasse carrément le fichier électoral, qu'on refasse le recensement. C'est ça qu'ils demandaient. Si nous pensons que, en fait, ce qui s'est passé, c'est de la bonne manière, d'accord, faire tout pour empêcher l'autre et lui dire après que, en fait, c'est vous qui avez refusé. Et bon, si c'est de cette manière, on va évoluer. C'est la réelle politique. Au fait, vous parlez de réelle politique, ben nous, il faut qu'on puisse, disons, un jour arriver à un minimum politique raisonnable pour que le jeu ne soit pas toujours heurté et que les gens meurent pour rien. Parce que même ceux qui sont morts, il y a des gens qui se disent... ça ne me dit rien, mais qui l'ont... Francisco, aux élections du 20, il n'y a aucun mort, aucun blessé, aucune arrestation. Tout le processus ayant concouru aux élections, on a eu des morts qui sont quand même, qui vont peser sur la tête des gens, qu'on le veuille ou pas, même si la justice
ne va pas poursuivre. Comment lié aux élections. Aux élections quand même. Oui, mais c'est lié à la crise politique, oui. C'est tout le cheminement pour avoir, disons, des élections plus ou moins acceptables et transparentes, mais qui ont été empêchées. Donc, si c'est ça qui est, l'opposition a refusé d'y aller. Maintenant, Messan Fiakou, l'autre grande question, c'est de savoir si la coalition des 14 est dans une dynamique de local. Est-ce qu'il y a la ressource humaine? Est-ce que les gens ont été formés? Est-ce qu'on s'est préparé à ça? Vous savez, depuis qu'il y a eu cette élection du 20 décembre, la C14 a voulu organiser une marche de test le 12 qui a été reportée au 26. Mais malheureusement, c'était un fiasco. Je ne peux pas dire que c'est un fiasco. Les militants qui sont convaincus que la direction de la C14 n'était pas la bonne. Fiasco, pour nous, c'est par rapport à ce qu'on a vu dans le passé aussi. Oui, c'est pourquoi je dis il y a eu des gens, pas la foule et ce n'est pas la foule des grands jours. Ce qui veut dire que des gens, leurs propres militants, ont dit non, parce qu'ils ne comprennent pas là où ils les amènent. Ce qui veut dire que aujourd'hui, la dynamique est claire. Certains de la C14 n'ont pas accepté que le chef, c'est-à-dire le président de la FC, ait empêché que certains parmi eux puissent participer à cette élection du 20. Donc, à la date d'aujourd'hui, est-ce que la C14 va garder ce regroupement pour se présenter ou bien vont aller en partie individuelle? Bien sûr, parce que les mairies, ce n'est pas une question de regroupement. C'est une question de parti politique, comme ça se passe partout dans le monde. Mais aujourd'hui, et des indépendants, bien sûr. Et aujourd'hui, c'est de savoir si la conviction qui les avait animés pour avoir cette C14, cette même conviction existe. Parce que être 14 pour une même cause, on a vu les échecs et les limites. Est-ce que cette même dynamique peut régénérer? C'est là l'interrogation. Vous pensez, Jean-Paul, qu'on s'est préparé dans la C14 à aller au local? La C14, non, je ne pense pas. Mais certains partis de la C14, oui. Je crois qu'un parti comme l'ANC s'est préparé, y compris pour les législatives. Ils se préparaient pour les législatives avant que ne surviennent les événements du 17 août. Et après, 19 août plutôt. Et après, ils se sont engagés dans la dynamique. Et Jean-Pierre Fall, ne voulant pas être dépassé par Tipi Atchadam, a dû camper le plus radical possible et ils se sont tous retrouvés finalement le 20 décembre à boycotter les législatives, alors qu'au départ, l'ANC se préparait pour aller à ces élections. Donc aujourd'hui, pour ce que j'en sais, l'ANC est dans la dynamique, en tout cas se prépare pour les locales. Je ne sais pas si la décision va être prise, mais eux, ils ont les potentiels candidats. Ils formaient, même avant la crise, ils formaient leurs cadres, un certain nombre de militants dans la perspective des locales. Donc, je ne sais pas s'ils sont suffisamment prêts pour aller à des locales en avril, mais il y avait quand même une dynamique pour aller vers ces élections. Et c'est ce qui concerne l'ANC. Pour les autres, je ne sais pas. Ça m'étonnerait, sans leur faire injure, que des partis comme les démocrates, etc., soient prêts pour aller à ces locales. Je sais quand même que le parti comme le Togo autrement de Fulbert Atisso fait quand même un peu dans la logique de participer et fait dans les meetings de sensibilisation pour dire aux populations, préparez-vous pour les locales. Oui. Bon, est-ce que tout ça, à part ça, ils ont les ressources humaines, ils ont les candidats potentiels et tout ça, peut-être pas sur toute l'étendue du terrain. Est-ce qu'ils ont les moyens de participer? On verra bien, peut-être ils vont se positionner dans quelques endroits. Et puis sur la question, est-ce qu'ils vont se présenter sous la bannière de la C14? L'ANC, encore une fois, avait annoncé les couleurs déjà pour les législatives de 2020. S'ils devaient participer à ces élections, l'ANC se serait présenté seul. Donc, pour les premières élections locales, je ne vois pas des partis importants aller se présenter avec d'autres, alors qu'ils peuvent, par ces élections, jauger de leur audience réelle. Et puis aussi, la politique, quelque part, même si certains ne le reconnaissent, sert à récompenser, entre guillemets, certaines personnes à travers des postes électifs. Donc, tous les militants, les cadres qui ont combattu au sein de ces formations politiques, c'est l'occasion
pour eux aussi de se retrouver à la tête de mairie, dans les conseils municipaux. Donc si vous, après vous mettez à 14 pour faire une coalition, vous imaginez bien que vous serez obligé d'écarter certains de vos cadres qui ne seront pas contents, surtout pour des premières élections. Donc je ne vois pas la C14 se présenter en tant que telle à des élections sous cette bannière-là. On se rappelle de ce qui s'est passé avec le CST, où après ça s'est fini en eau de boudin parce que certains n'ont pas aimé qu'il ne se soit pas présenté en coalition. Francisco, même au niveau des mairies, il peut y avoir des surprises, puisque c'est le conseil municipal qui élit le maire, bien sûr. Au cours des élections, pour choisir le maire, on peut jouer au jeu. Jeu trouble. Francisco, ça va être quand même important que peut-être la coalition des 14 se départisse de ce débat de législative qui est déjà passé et oriente maintenant le débat sur les locales, pose véritablement le sujet, fasse des exigences, anime la vie politique avec ce débat-là. Oui, bon, je pense que c'est ce qui va se faire. Hein. C'est ce qui va se faire. Jusque-là, on ne l'entend pas trop sur ce sujet. Oui, je crois, bon, entend les gens parler d'échec en matière de la marche du 26 janvier. Moi, je ne trouve pas en tant que tel que c'est l'échec parce que on a vu les images de drones. On a vu les drones infiltrés qui ont montré. Lorsqu'on prend même le parti qui a supposé avoir gagné les élections législatives avec une très large majorité, 59 députés, le président n'a pas eu même à pouvoir présenter les vœux à la population. Et ça veut dire que lui... Il ne voit pas le rapport. Oui, mais le rapport est là. Et pourquoi vous voulez que les Togolais... Même quand tu as dit à supposer gagner, c'est à gagner, ce n'est pas à supposer. Bon, gagner, voilà, comme je l'avais dit. Et moi, quand l'opposition avait appelé à cette marche, j'étais un peu déjà sceptique. Pas parce que l'élection n'a pas marché, l'opposition n'a pas participé, parce qu'il y a une focalisation désormais sur 2020. Les gens, j'ai senti que les gens se disent, on se prépare pour 2020. En plus, les mois qu'on avait traversés, on avait toujours évoqué ici, c'est-à-dire organiser des élections en période de fête, c'est de dilapider, l'économie sera à terre. Et lorsque nous prenons le souci du Togolais, après avoir passé cette période et le mois de janvier, mais tout le monde avait son porte-monnaie troué. Donc je ne vois pas comment les gens peuvent encore... Voilà, les gens pouvaient encore laisser leurs activités. C'est-à-dire que si on n'intègre pas tous ces facteurs dans la programmation des meetings et des manifestations, on risque d'avoir des gens qui ne vont pas participer. Et ça va prêter, disons, comme si, en fait, les gens ne sont plus mobilisés, comme c'est interprété. Moi, j'estime que la situation telle que nous avons travaillé et traversé politique avec avec les troubles jusqu'en décembre où on devait travailler et avoir de l'argent et on ne l'a pas fait et même l'État est en difficulté économiquement. Donc ce qui dit que les populations, si l'État est en difficulté économiquement, c'est que les populations le ressentent plus. Ceci étant, on ne pouvait pas appeler une marche déjà en janvier pour que les gens aillent encore, c'est-à-dire laisser leurs activités et puis dépenser pour aller, n'est-ce pas, voilà, dans une manifestation. Donc, pour moi, ce n'est pas en fait un échec de non-mobilisation. Moi, j'inscris ça dans l'aspect économique et que également les Togolais ont, dans leur majorité, braqué disons désormais leur viseur sur... Même TV5 a dit faible mobilisation. Oui, mais... on vous dira que TV5, c'est pas la Bible. Non, oui, mais non, je ne dis pas que ce n'est pas la Bible, mais... économiquement, ce n'était pas soutenable. D'accord. Et ça, chacun peut essayer. Là, tu expliques les raisons de l'échec. Voilà, mais il y a échec. Voilà, mais maintenant, pour les locales, puisque on le dit, et le Premier ministre l'a dit devant les députés, que ça va se faire cette année, même au niveau du gouvernement, on ne sent pas trop ça bouger, on ne voit pas encore la CENI se mettre au travail. Si on doit avoir des élections en avril, est au travail depuis. Si on doit avoir les élections en avril, on devrait pouvoir quand même sentir des choses actuellement. Oui.
Ça bouge déjà. Rien pour le moment. Bon, il faut inviter le président de la CENI sur ce plateau. C'est pour la première fois, on a une CENI qui n'a pas du tout communiqué sur les médias, pas de communiqué sur les réseaux sociaux. Non, le problème, c'est qu'il y a une cellule de communication de la CENI. Qui n'a pas fait son travail, c'est ce que je dis. Ah, c'est vous qui le dites. Non, c'est ça, je suis clair là-dessus. Non, sur la législative, elle n'a pas fait son travail. Elle a publié quand même des communiqués. Oui, c'est ce que je dis. On a eu que des communiqués. Moi, plusieurs fois, j'ai sollicité à avoir des membres de CENI sur les médias. Ça n'a pas été possible. Les conférences de presse. On a une CENI qui a été à fond, complètement inexistante. On avait fait toutes ces remarques à l'époque, mais je pense qu'elle va se ressaisir. Sur les locales. Sur les locales. Elle doit commencer déjà dans la communication, ou c'est au parti politique de prendre le relais. L'institution est là. Hein. L'institution est là. Bon, maintenant, je ne pense pas qu'il appartient à l'institution, la CENI, de décider, bon, écoutez, moi je vais organiser les locales. Il faut que ce soit une décision... On l'avait déjà vu fixer la date des locales aussi. Oui, mais après, elle fixe, mais c'est pas elle qui... Elle n'a pas les moyens, tout ça. C'est une décision politique d'abord. Si la CENI dit, bon, ok, moi je veux organiser les locales en avril et que le pouvoir politique dit non, les locales, nous, c'est en décembre, je ne vois pas comment la CENI va organiser. Donc c'est une décision politique. Une fois que la décision aura été prise politiquement et assumée qu'on va organiser des élections locales à telle période de l'année, la CENI se mettra en branle. Aujourd'hui, la décision ne relève pas de la CENI. La CENI, ce n'est qu'un organe instrumentaire. D'accord. Comme le gouvernement... C'était pas la date des locales qu'elle avait fixée, mais du référendum. Le gouvernement avait dit, au delà de l'élection... Mais en créant Force Sécurité Élection en 2018, c'était dans une logique de local et législative aussi, ou local référendum. Mais on n'a eu que législative finalement. Oui, c'est à l'époque, on voulait coupler les deux. On voulait coupler les deux. On aura Force Sécurité locale. En 2013 aussi, on avait signé un contrat qui recouvrait les deux élections finalement. D'accord. Et puis il faut que les médias... On va marquer la pause. Merci Jean-Paul Agbo, Messa Fioclou et Francisco Napogura. Merci à vous, à demain.